Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Je suis l'ingénieur Dr Ngoye Ekam et j'ai le privilège, à partir de la leçon 17, de vous entretenir sur les torseurs et quelques-unes de leurs applications en mécanique. Vous savez, les torseurs, pour plusieurs, sont des grandeurs nouvelles. Mais en fait, c'est des outils qui nous sont offerts par la mathématique. À partir des entiers naturels utilisés depuis l'école primaire, nous avons évolué dans les outils mathématiques en passant par les entiers relatifs, les fractions rationnelles, puis nous sommes arrivés au nombre irrationnel et même jusqu'au nombre réel. Après le nombre réel, nous sommes passés par les nombres complexes. Mais entre le nombre réel et le nombre complexe, à l'aide de la géométrie, nous avons pu introduire la notion de vecteurs. Et les vecteurs étaient composés de plusieurs scalaires qui étaient les composants des vecteurs dans une base. Eh bien, les torseurs, comme nous allons le voir, seront des grandeurs, on va appeler des grandeurs torsorielles, mais que l'on peut caractériser par des composantes qui sont cette fois-là vectorielles. Dans cette première partie, donc, je vais vous parler de la définition et la notation des torseurs. À l'issue de cette première leçon, donc, vous serez capable de définir entièrement les torseurs. Vous comprendrez aussi totalement la façon de noter les torseurs. Ce sera pour nous là, le module 17A1. Dans le module 17A2, nous allons vous parler des propriétés et des opérations sur les torseurs. Vous serez capable donc de mettre les propriétés des torseurs, mais aussi faire des opérations sur les torseurs. Pour le module 17A3, nous présenterons la typologie des torseurs et des éléments centraux d'un torseur. Le module 17A4 parlera des torseurs associés à des champs de vecteurs. Donc, sans plus tarder, passons à la définition des torseurs. Les torseurs sont des éléments de mathématiques très utilisés dans la représentation des actions mécaniques. Mais aussi les torseurs permettent de caractériser le mouvement d'un solide, mais aussi de formaliser ou de formuler de la manière la plus générale plusieurs lois de la mécanique. Et on va le voir aussi, les torseurs permettront de déterminer des grandeurs énergétiques telles que l'énergie cinétique ou la puissance. Qu'est-ce que c'est donc un torseur? Un torseur est la donnée d'un vecteur libre, noté R et appelé résultante du torseur. Ce vecteur étant libre, il a la même valeur en tout point de l'espace. À ce vecteur est associé un vecteur lié qui, lui, a des valeurs qui dépendent du point de l'espace auquel on se trouve, et à un point quelconque P de l'espace affine, ce vecteur est noté MP, M pour désigner le moment du torseur au point P. Mais attention, ces deux vecteurs sont obligés de vérifier la propriété suivante avant de composer un torseur. Et la propriété est celle-ci: en tout point P écu de l'espace, le moment au point P est égal au moment au point Q plus le produit vectoriel P, Q et R. Et cette propriété est appelée la propriété fondamentale des torseurs. On ne peut pas travailler avec des torseurs
et ignorer ses propriétés. Bien, un torseur donc constitué d'un vecteur résultante R et d'un moment au point P est noté T pour signifier torseur et indice P pour dire au point P, est donc noté par la donnée, on met une accolade pour dire que les deux vecteurs doivent exister en même temps, d'un vecteur R et du moment en P. La même notation peut donc être faite soit avec une accolade ouverte, ou alors une accolade ouverte et une accolade fermée. Mais mieux encore, des crochets ouverts et fermés. R et moment en P sont appelés coordonnées vectorielles du torseur T au point P. Un bon exemple de torseur, et c'est le type de torseur que nous avons tous utilisé, même si nous n'avons pas appelé ainsi torseur, c'est le torseur des forces appliquées à un solide. Et voilà comment nous l'avons utilisé jusque-là. Donc, on considère un solide soumis à un ensemble de forces. Nous prenons le cas d'un solide soumis à deux forces, donc en A, la force F1, au point B, une autre force peu nous importe, la force F2. Donc le solide étant soumis à ces forces, nous allons déterminer ces éléments de réduction. Et comme on le sait, les éléments de réduction d'un torseur, en un point, nous choisirons le point O, sont sa résultante et son moment au point O. Eh bien, pour ce torseur de force appliquée, la résultante sera bien sûr la somme des deux forces et le moment résultant sera la somme du moment résultant des deux forces. Donc le moment résultant, le moment de la force 1 en eau et le moment de la force 2 en eau, ou moment de la force 1 en eau, bien sûr, est égal à OA vectoriel F1. OA est la position relative de la force par rapport à O. Et moment 2 en eau est égal à OB vectoriel F2. Ainsi, notre torseur de force appliquée, et vous notez ici que la lettre T pour le torseur est remplacée par F pour parler de force appliquée, peut donc s'écrire sous la notation vectorielle comme ayant une résultante qui est la somme des forces et comme moment résultant en un point O, la somme des moments. Le moment de la première force en eau, le moment de la deuxième force en eau. Et nous constatons bien que c'est un torseur auquel nous sommes habitués, torseur de force appliquée. Je pense qu'à ce niveau, nous comprenons bien que les torseurs en tant que tels ne sont pas aussi nouveaux pour nous. Présentons maintenant la notation des torseurs. La façon dont nous avons noté le torseur précédemment est appelée la notation vectorielle. Donc le torseur est noté comme une matrice unicolonne qui présente sa résultante et son moment. Une deuxième notation du torseur nous est due au physicien Julius Plücker. Et elle porte son nom, à savoir la notation pluckerienne ou encore notation scalaire. Elle tient du fait que les deux vecteurs R et moment en P pouvant s'exprimer dans une base quelconque de l'espace vectoriel
Si grand X, grand Y et grand Z sont les composants de R dans la base vectorielle, que grand L, grand M, grand N sont les composants du moment au point P du torseur, alors le torseur est écrit sous forme d'un tableau 3 lignes 2 colonnes, où la première colonne est composée des composants respectifs du vecteur résultant du torseur, et la deuxième colonne constituée des composantes du moment de ce torseur. Et on prend bien le soin de préciser que ce tableau-là représente les composantes scalaires ou pluquériennes du torseur au point P et dans la base X, Y, et Z. On peut aussi noter P entre parenthèses la base, ce qui nous donne l'occasion de préciser la notation duale. Elle semble plus légère et en fait elle est assez légère pour nous aider à faire quantité de calculs sur les torseurs avec la plus grande aisance. Pour la notation sous forme duale du torseur T de P ou T en P, on le note simplement R qui est la résultante plus epsilon moment en P. Epsilon est un nombre dual absorbant caractérisé par le fait que toutes ces puissances entières supérieures à 1 sont nulles. Donc, epsilon carré est égal à 0, epsilon 3 égale à 0, etc. Et cette propriété de epsilon facilite énormément les calculs, comme nous allons le voir dans la suite, pour les torseurs. Notons que des noms comme cela ne sont pas nouveaux. Vous vous rappelez bien que pour les nombres complexes, on les traitait à peu près comme des réels, maintenant compte du fait que I carré est égal à moins 1. Donc voilà les trois formes principales de notation des torseurs. Pour conclure, donc, nous dirons que jusqu'ici, nous avons défini un torseur par la donnée de deux vecteurs, un libre, qui est la résultante du torseur, et un autre lié, dont la valeur dépend du point auquel on le calcule. Les deux torseurs étant reliés par la relation fondamentale des torseurs. Mais on dessus souvent la relation fondamentale des moments. Ensuite, nous avons vu les trois façons principales de représenter un torseur, à savoir la notation vectorielle, la notation pluquérienne ou scalaire, et ensuite la notation duale. Dans la suite du cours, nous allons parler des propriétés et des opérations que l'on peut effectuer sur les torseurs. Je vous remercie.